Bonjour, alors bienvenue dans un tout nouveau vlog. Alors, je vous reprends en ce lundi grisounet, d'où cette savoureuse texture de luminosité moche. Voilà, donc on commence une nouvelle semaine et puis je ne sais pas du tout à quoi va ressembler cette semaine-ci, en espérant qu'elle soit un peu moins rocambolesque que la semaine dernière. Parce qu'on va se dire, j'ai pas eu beaucoup de temps pour lire. Je vous ai quand même proposé plusieurs choses à découvrir, mais j'ai pas eu tant de temps pour lire que ça. J'avais vraiment besoin de reprendre mes forces, autant au niveau physiologique qu'au niveau émotionnel, je vous dirais. Et puis, j'ai décidé juste de choisir des livres qui me plaisaient, puis de ne pas me bousculer, tout simplement pour les accumuler, juste pour faire un vlog plus complet. Alors voilà, donc je commence cette semaine-ci sans attente particulière, sauf peut-être. Alors, j'ai eu en livre audio un prêt qui est arrivé qui est le plus récent tome de la série de Richard Osman qui est le Thursday Murders Club. Si je me souviens bien, c'est le tome 4. Je vais mettre la vignette ici parce que le titre ne me revient pas. Mais je l'ai reçu j'étais en liste d'attente pour l'avoir en livre audio à la Bibli. Puis là, il est arrivé. Fait que c'est sûr qu'idéalement, si je veux être courtoise, ce serait de l'écouter le plus tôt possible parce qu'il y a d'autres mondes qui attendent après moi. Donc, dès que j'aurai terminé, je vais pouvoir le rendre. Donc, peut-être que je pourrais prendre un Richard Osman. Sinon, j'ai plein de possibilités, là. Il y a aussi Au revoir là-haut de Pierre Lemaitre que j'ai en livre audio qui est arrivé en réservation. Donc, je ne ferai pas tout lire ça cette semaine, là. Mais je veux dire, disons, j'aurais ça comme possibilité. Sinon, j'ai eu accès à un, dans le fond, voyons, je vais le dire, un service de presse en avant-première via la plateforme NetGalley grâce aux éditions, grâce aux éditions de La Martinière. Donc, c'est le plus récent Eva Björg à guise de tir en français. Donc, ça, j'aurai la possibilité potentiellement de peut-être le lire cette semaine aussi. Mais comme ça sort seulement en janvier 2024, je ne sais pas si je vais le lire tout de suite ou peut-être que je devrais plutôt attendre puis le lire un peu plus proche de sa date de sortie parce qu'évidemment, en Europe, ça sort en 2024. Ici, pas avant encore plus longtemps. Donc, ça ne sert à rien là, que je vous en parle tout de suite. Vous soyez juste un peu désolé de ne pas pouvoir y avoir accès sans tarder. Donc, voilà. Sinon, est-ce que j'ai autre chose qui me vient en tête? Non, pour le moment, ça va. Alors, écoutez, c'était juste un petit coucou. Puis, je me dis que, allez, on va se lancer. Hey, alors me revoici en ce lundi soir, après une petite sortie dans le froid pour passer à la bibliothèque parce que 3 de mes réservations sont arrivées en même temps, un classique. Alors je vais vous montrer ça rapidement. Tout d'abord, et ça c'est sur les conseils, elle ne le sait pas, mais de Steph de Pikiti Bookin sur YouTube, qui a parlé de ce manga-là, qui était un manga tranche de vie, mais qui m'intéressait vraiment. Donc, c'est une sacrée mamie. On avait ça ici sur l'édition double. Je pense que c'est tome 1 et 2. Et c'est vraiment un manga qui met l'accent sur la relation intergénération. Donc, je vais la quatrième si ça vous va. Même si ça vous va pas, je vais la lire quand même, hein, vous savez. Alors, c'est parti. 1958, Hiroshima. À cette époque au Japon, il est difficile pour une jeune femme d'élever seule ses 2 fils. Acculée, Hideko décide un jour de confier son plus jeune garçon, Akihiro, à sa mère qui vit à la campagne. Arrivé chez sa grand-mère, une vie complètement nouvelle va commencer pour Akihiro. Pas facile de quitter la ville pour la campagne quand on ne s'y est pas préparé. Mais le petit garçon va vite s'habituer à sa nouvelle vie au grand air. Suivant l'exemple de sa super mamie débrouillarde, il apprend à s'adapter à toutes les situations. Ça a l'air vraiment chouette. Je ne sais pas si je peux vous montrer quelques pots. Mon Dieu, je suis tombée sur une planche qu'il n'aurait pas fallu que je monte sur YouTube. C'est pas que c'est du tout érotique, c'est juste que c'est des enfants. Donc, bon, voilà. Un petit peu moins peut-être mon genre de dessin, mais je me fie à Steph de Pikiti parce qu'elle a vraiment, ça a l'air vraiment de l'avoir marqué ce manga-là, donc pourquoi pas. Et j'ai oublié de mentionner que c'était en collaboration, donc chez Delcourt Tonkam, l'éditeur. Voilà. Ensuite, j'ai décidé de me rattraper parce que j'étais en retard, puis là, je voyais tout le monde dans Booktube Europe qui recevait les tomes les plus récents des séries. En fait, je pense que
qui était reçu, c'était Les Sœurs Grémillet, tome 5, puis ça m'a fait rappeler qu'en plus, j'avais une série pour moi qui n'est pas la même chose, mais qui me fait un peu penser quand même, le Grimoire d'Elphie, puis j'étais pas à jour dans mes tomes. Puis là, en plus, c'est un tome de Noël, fait que je me suis dit, oh, ça tombe-tu bien. Alors, le tome 3 de Le Grimoire d'Elphie, donc c'est Malaventure en pas d'épices. Alors, vraiment contente. Donc, c'est de Arleston, Alouette et Minnie Ludwig. Je ne sais pas si je peux vous lire, mais dans le fond, juste pour vous donner un rappel, dans cette série-là, on va retrouver, dans le fond, Elphie et ses deux sœurs. Elle a deux sœurs plus vieilles qu'elle. Et ils ont perdu leurs parents dans un incendie, malheureusement. Et au départ, dans le début de la série, ils vont être pris en charge par leur tante et oncle, puis ça se passe vraiment pas bien. La plus vieille des sœurs va, comme elle est majeure, elle va décider de partir de là. Et une fois qu'elle va s'être trouvée une occupation particulière, donc elle s'achète un vieil autobus britannique à 2 étages, puis elle transforme en librairie ambulante. Et elle va venir rechercher ses sœurs chez sa tante pour justement les enlever un peu à cette existence moche-là qu'ils sont en train de vivre. Et dans le fond, à chacun des tomes, on va les voir s'arrêter dans un village ou à un endroit particulier. Puis il va toujours avoir une espèce de mystère à résoudre. Et dès le premier tome, on comprend que Elphie semble avoir hérité des dons de sa maman qui lui a donné un grimoire vierge. Et en fait, son pouvoir, c'est que ce qu'elle va dessiner dans le grimoire va devenir, dans les créatures, dans le fond, ça va devenir vivant. Donc, voilà. En gros, c'est ça. Je vais essayer de vous montrer quelques planches. J'aime vraiment beaucoup. Les personnages sont super attachants. Il y a une bonne diversité aussi. Je trouve ça vraiment intéressant. En fait, la sœur du milieu, dans le fond, malheureusement, elle était blessée dans l'incendie, puis elle a une prothèse, elle a un membre artificiel. Puis, ben, c'est quand même intéressant parce que l'accent n'est pas nécessairement mis là-dessus, mais dans le premier temps, on voit quand même que c'est une ado, puis genre, elle s'avance avec une jambe artificielle, puis c'est pas comme super évident à vivre. Donc, je trouve ça intéressant quand même qu'on montre ça un peu plus comme, ben, oui, c'est sûr qu'elle va y arriver, mais il y a quand même des moments où c'est pas évident à vivre. Donc, comme ado et tout ça, puis c'est pas toujours non plus confortable et tout. Donc, j'ai bien aimé ça. Fait que j'ai vraiment hâte. Puis je vais me garder sans doute pour. Bon, là, je lis jusqu'au début décembre. Fait que je vais sans doute le lire dans le début de mes lectures de Noël quand même, parce que ça me tente. C'est vraiment une belle ambiance. Puis c'est. Voilà, pour le grimoire d'Elphie. Et enfin, ça, c'est une nouveauté, toute neuve, toute fraîchement publiée au Québec. Et. Ouais, donc, c'est chez La Courte Échelle. C'est Les Petits Livres des enfants Brontë. Donc, on est ici avec la famille Brontë, évidemment. Charlotte, Émilie, Anne et le garçon qui est Branwell. Et c'est un album qui est de Sarah O'Leary et Bryony May Smith et traduit par l'inénarrable Fanny Britt aux éditions La Courte Échelle. Donc, je voulais la 4e. C'est sûr que c'est un album, donc j'imagine que on va pas nécessairement... Je pense que c'est juste comme un album biographique. Je crois que oui. Alors, de toute façon, je vais vous lire ça. Il y a bien longtemps, 4 enfants vivaient dans une vieille maison battue par les vents au cœur de la lande anglaise. Charlotte, Émilie, Anne et Branwell adoraient les histoires. Tout était prétexte à en lire et à en inventer. Un jour, une boîte de soldats de bois, offerte à Branwell, donne aux jeunes Brontë l'idée de fabriquer des petits livres et de créer leurs propres histoires. C'est le début d'une grande passion. Les sœurs Brontë n'ont jamais cessé d'écrire. Devenues grandes, elles ont publié des romans qui sont maintenant connus à travers le monde. Donc oui, je pense que c'est vendu comme album, mais dans le fond, c'est un peu une espèce de documentaire romancé sur leur vie, de ce que je peux comprendre. Alors voilà, c'était mes emprunts du jour à la bibliothèque qui vont aller rejoindre ma pile beaucoup trop grande ici de livres de bibliothèque. Je pense que ça me prend 2 casiers, il faudrait juste que je m'y mette. Là. Mais bon, voilà. Alors, j'ai toujours pas déterminé de prochaine lecture audio parce que, ben, comme on est lundi, vous savez que je fais le tournage en croisement, donc je viens tout juste de clore le vlog précédent et je viens tout juste de terminer une lecture, donc c'est sûr que j'ai pas encore trouvé ce que j'allais lire en livre audio, mais comme je vous disais au début du vlog, ça se pourrait que je me lance vers un Richard Osman, mais ça pourrait aussi que ce soit complètement autre chose. Alors de toute façon, je vous tiens au courant, puis je vais vous en reparler. Promis! À tantôt!
Coucou, alors je fais un petit bonjour rapido parce que bon, c'est mon heure de repas et j'en viens tout juste d'une mini balade efficace pour aller porter mes fameux livres. Donc j'ai fait le tri, en fait, j'ai fait le tri de mes bibliothèques à lire dans le dernier vlog. Vous allez pouvoir le voir d'ailleurs. Et j'avais une bonne pilette à aller déposer en boîte à livres et j'ai fait le tour de tous les croque-livres de mon village en mode accéléré en essayant de mettre les choses à des endroits stratégiques. Je connais quand même un peu comme la nature de chacun des croque-livres. Chaque croque-livre a un peu sa réputation. Son public cible, ses genres particuliers. Donc j'ai essayé de diviser le tout au mieux. Alors voilà, c'est fait. Et voilà, on fait des heureux au suivant. Sinon, j'ai choisi ma lecture audio. En fait, je suis allée vraiment avec gros bon sens. Là, j'avais pas nécessairement dans le fond, j'étais pas plus interpellée par un ou l'autre des livres audio dont je vous avais parlé en début de vlog. Puis finalement, je me suis dit, bah, le Richard Osman, il y a vraiment plus de monde qui l'attend, donc je vais le lire. Et quelle joie quand même de retrouver cette bande de personnages-là. Donc, c'est vraiment The Last Devil to Die. Et la narratrice est tellement excellente dans cette série-là en langue originale. C'est vraiment parfait. Je suis super contente de retrouver la brochette de personnages. Les personnages sont tellement attachants, tellement singuliers. Ils ont tous toutes des caractéristiques assez particulières pour des personnes dites du troisième âge. Donc, pour rappel, on va retrouver le quatuor. Vous savez, c'est un quatuor quand même. Ouais. Elisabeth, Joyce, Ron, Ibrahim. Y a-t-il d'autres noms? Je pense que c'est ça. C'est le fameux quatuor du Thursday Murders Club. Et c'est dans le fond une bande de compagnons qui résident en maison pour personnes âgées autonomes et qui ont décidé de se désennuyer avec un petit club du jeudi à revoir un peu des cas policiers, des meurtres qui n'avaient pas nécessairement été élucidés ou qui ont été élucidés puis qu'ils essayent de voir en fait eux autres comment ils auraient pu faire ça. Puis ils finissent toujours par se ramasser dans le fond, être impliqués dans des meurtres particulièrement sordides ou des choses vraiment enlevant dans le fond, des deals de drogue, des affaires comme ça, des règlements de compte. Alors que leur cerveau est tout là, mais c'est sûr que des fois, leur corps ne suit pas toujours. La plupart ont entre 75 et 85 ans, donc sont super actifs, mais bon, des fois, ça ne le fait pas tout le temps. Et cette fois-ci, je ne vais pas vous en parler beaucoup parce que c'est un tome 4, mais on va retrouver dans le fond notre quatuor et une nouvelle personne, un nouveau venu qui est à Copper's Head, qui est leur maison de retraite. C'est Marvin, qui a l'air un peu dans sa bulle. Marvin, à tous les jours, il mange à chaque jour, il mange une chose différente, puis c'est toujours la même chose d'une semaine à l'autre. Il est très cartésien, il n'aime pas beaucoup sortir de ses habitudes. Et dès le départ, on comprend que Marvin s'est fait une petite amie je pense que c'est en Lituanie. Et là, on comprend que malheureusement, ça a toutes les allures d'un romance scam, donc dans le fond, un hameçonnage lié dans le fond, comme s'il y avait vraiment une petite amie, en fait, elle n'existe pas, elle demande de l'argent et tout. Donc, la bande d'amis va essayer de se mettre ensemble pour un peu sauver Marvin de ce mauvais pas-là, mais il n'est pas super coopératif. Et en parallèle de ça, il y a un des amis d'Elisabeth, donc une des membres du fameux quatuor, en fait de son mari, qui malheureusement, qui est un antiquaire et qui était spécialisé en livres rares et qui malheureusement va être retrouvé mort dans une voiture pas trop loin de son magasin d'antiquités pour une raison inexpliquée. Et notre duo d'enquêteurs qui est Chris et Donna, qui habituellement n'aiment pas trop quand la bande des quatre s'en mêle, mais finalement Donna finit toujours par travailler avec eux un petit peu undercover, vont se lancer dans l'enquête sur le fameux meurtre de l'antiquaire et vont rapidement être tassés de l'enquête. Donc, comme s'il y avait quelque chose qu'il ne fallait pas qu'ils sachent. Alors, je peux vous dire que deux enquêteurs déterminés que qu'une affaire soit résolue, tassés d'une enquête avec, en plus, un quatuor déterminé qui ne s'empêtre pas dans les fleurs des normes et des lois et qui veulent vraiment toujours être utiles et résoudre les mystères. Je vous dirais que ça sent l'implication du quatuor avec les enquêteurs de façon fort officieuse et on verra bien si le fameux Marvin va finir par
être dépêtrie des griffes de cet hameçonnage-là à distance. Donc, ce que j'aime toujours là-dedans, c'est bien sûr l'intrigue est toujours intéressante. C'est rare que je les vois arriver avant. La plume est bien ficelée, mais c'est surtout les personnages. Je suis tellement contente de les retrouver. C'est une narration à plusieurs voix. Donc, on va quand même suivre souvent le journal de Joyce qui écrit son petit journal, mais c'est le fun parce qu'on change de perspective. Des fois, on va être dans la tête de Chris, un des enquêteurs, de Donna, puis on découvre au quatrième tome, on sait c'est quoi les liens qui unissent chacun, c'est quoi les forces et les faiblesses. Il y a aussi beaucoup d'humanité. Il y a des thématiques qui sont abordées dans cette série-là. Bien sûr, la vieillesse, les maladies qui sont liées à la vieillesse, entre autres la démence, mais surtout le fait que c'est pas parce qu'on est rendu dans cet âge-là, ce troisième âge-là, que c'est un âge qui est inactif. Donc, c'est super intéressant. Puis vraiment, ces gens-là, on a comme le goût de les inviter à souper chez nous en même temps. On sait pas trop qu'est-ce que ça pourrait faire débouler dans notre quotidien si jamais on le faisait. Donc, bien contente de retrouver cette bande de joyeux lurons. Puis, je vais vous en parler dès que je vais avoir terminé, bien sûr. Alors voilà, c'était mon petit coucou rapido avec un beau fond, pas trop en ordre, mais c'est la vraie vie également. Je suis en mode real life cette semaine. C'est ça. Je vous reprends mes que je peux. Eh bien, bonsoir. Alors, me revoici dans cette luminosité du soir pour vous dire un petit coucou. C'est d'abord pour vous montrer des livres que je suis allée chercher à la bibliothèque. C'est sans grande surprise, mais en fait, j'ai demandé les tomes, en fait, inspirés des booktubers dont je vous avais parlé, qui reçoivent actuellement en Europe le tome 5, mais nous autres ici, c'est pas encore rendu. J'ai demandé les tomes 3 et 4 des Sœurs Grimillet, parce que j'étais rendue là, dans le fond, dans ma lecture. Donc, oups, désolée pour la ring light. Donc, je serai rendue là pour la lecture. Je ne ferai pas un résumé cette fois-ci de chacun des tomes, parce que c'est des tomes 3 et 4, évidemment. Ça va évoluer, mais évidemment, on suit les 3 Sœurs Grimillet. Et je vous en reparlerai un peu mieux quand je vais les lire tome par tome, disons. Et donc, c'est le fun. Je vais avoir les Sœurs Grimillet et caché dans ma pile ici le Grimoire d'Elphie, tome 3, qui était plus noëlesque. Donc, voilà, ça me fera des petites lectures BD. Puis là, je ne sais pas si vous voyez, là, mais ça déborde ce casier-là, puis c'est quasiment juste des romans graphiques. Donc, je pense que peut-être que, même si j'ai une semaine super occupée, puis une fin de semaine super occupée, peut-être que je pourrais me donner un défi de lire au moins une BD ou un roman graphique par jour d'ici la fin du vlog, pour essayer d'avancer un peu ma pile à lire, parce que ce sont des livres de bibliothèque, donc je ne peux pas non plus les garder ad vitam aeternam. Il va falloir que j'avance là-dedans. Bref, je vous en reparlerai de toute façon. Et sinon, là, j'avais fait de la place en arrière de moi, mais j'ai quand même fait une mini-commande ici encore une fois. Mais il n'y a pas beaucoup de livres en nombre, donc ça devrait aller. Alors, pour les oreilles sensibles, attention, parce que je vais ouvrir le colis. C'est parti. Ils ont une nouvelle façon une nouvelle outil pour ouvrir les boîtes. Puis je pense que c'est un petit peu plus efficace que ça l'était avant. Mais bon, on verra. Alors, on va voir ça. On va voir si ça arrive en bon état. Tout d'abord. Ça semble. Alors, je suis allée vraiment dans les livres impressionnants. Mais bon, j'ai pris Alice's Adventures in Wonderland and Through the Looking Glass. Donc, les deux Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll. Et c'est une édition en mouf ici, comme ça, avec un jaspage coloré, mais c'est surtout une édition illustrée par Tenniel. Donc, c'était le premier illustrateur le plus connu pour Alice au Pays des Merveilles. Moi, j'aime bien Arthur Rackham, mais j'étais contente d'avoir celle-ci. C'est vraiment le fun. C'est John Tenniel, ouais, John Tenniel. Voilà. Alors, voilà. En arrière, ici, c'est comme ça. Vraiment chouette. Donc, j'ai déjà lu Alice's Adventures in Wonderland, mais j'ai pas lu Through the Looking Glass, donc je le lis. C'est pas ma première édition, je vous montrerai ça à un moment donné. C'est cute! Il y a une petite plaque ici pour dire à qui appartient le livre, et ça dit « This curious book belongs to ». Donc, tout à fait en phase avec Alice au Pays des Merveilles. Je sais pas c'est quoi les illustrations de Through the Looking Glass. Je les ai jamais vues, celles-là. Ouh! Bref, voilà. Ensuite, allons-y encore dans les éditions belles et en fait les éditions collector, on va le dire. Là, je vois qu'ils ont mis une étiquette sur une couverture en velours. Donc, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Je ne sais pas si je vais réussir à l'enlever sans endommager le dessus du livre. Ce serait un peu dommage.
Donc là, dans celui-ci, je sors un peu de ma zone de confort parce que c'est un classique comme Alice au Pays des Merveilles. Sauf que c'est un classique qui est moins dans mon genre de littérature habituellement. C'est un classique dont je connais l'histoire, mais dont j'ai jamais lu en fait le livre, le texte. Donc je vais essayer de voir. Je pense que ça va être difficile un petit peu de le faire, mais bref, j'en ai le plus gros. Alors c'est ceci, c'est Dracula de Bram Stoker, illustré par Edward Gorey. Non, Edward Gorey, excusez. J'adore Edward Gorey, il est tellement comme glauque. Alors, encore une fois, ici, on parle d'une édition collector là, que j'aspage en chauve-souris. Voilà. Puis à l'intérieur, ben, je sais pas à quoi ça ressemble, mais je sais pas si c'est des illustrations en plus Edward Gorey ou c'est juste pour la couverture. Mais on est vraiment dans une édition un peu... ça donne envie de la lire, en tout cas, ça, c'est sûr. Mais je pense pas qu'il y a d'autres. Ouais, il y a des petites illustrations, peut-être en début de chapitre. Ouais, c'est plus des illustrations comme décoratives, disons. Des débuts de chapitre comme c'est ici. Et bref, voilà. C'est rare que je fais ça, mais là, ça a donné qu'il y avait des éditions collector, donc je me suis dit, pourquoi pas. Et sinon, mis à part le fait que j'ai réalisé que j'ai commandé 2 fois le même livre sans m'en rendre compte, mais ça, bon, c'est de ma faute, c'est pas l'erreur de la... Je vais garder la plus belle édition, puis au pire, allez, je ferai l'autre. Alors, j'ai pris également... Ça, on est sorti des éditions collector. Donc, j'ai pris également le livre, ça fait longtemps que je le lire, c'est The Cartographers de Payne Shepherd. Donc, c'est ça ici. Et The Cartographers, il me semble que ça se passe... blablabla. On suit Neil Young, dont le père, Daniel Young, est une légende dans le domaine de la cartographie, et ainsi que le héros de Neil. Mais il lui a pas parlé depuis vraiment longtemps, depuis qu'en fait, il l'a cruellement mis à la porte et qui a détruit sa réputation une fois après qu'il y avait eu une dispute concernant une carte quelconque. Et quand le docteur Daniel Young est trouvé mort dans son bureau à la New York Public Library, avec la même fameuse carte qui a causé l'espèce de chicane cachée dans son bureau, ben Nell va pas pouvoir résister et va commencer à enquêter pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Je vais essayer de m'arrêter là ma traduction simultanée, mais je trouvais ça bien, ça fait longtemps que je vais le lire, puis ça avait vraiment l'air chouette, en plus une édition qui est quand même sympathique. Donc, voilà pour The Cartographer. Puis là, je sais pas pourquoi j'ai eu ça. Je pense que j'ai eu un livre gratuit, parce que j'ai jamais commandé ça. OK. Bon, ben... Je sais pas si vous connaissez cette série-là, Macarino, mais j'ai jamais commandé ça. C'est pas grave. Sinon, ce que j'ai commandé, c'est ceci. Et c'est dans la collection, si vous ne la connaissez pas, ils sont également traduits en français. Mais c'est dans la collection, Little People, Big Dreams. Et c'est des biographies de personnages connus. C'est une biographie mise en mots sous forme d'histoire, en fait, pour faire découvrir certains personnages. Ben, personnages non, en fait, ouais. Ouais, différents personnages connus, dans le sens personnalité connue aux enfants. Donc, j'ai pris, sans surprise, Agatha Christie. Je l'avais déjà lu, Agatha Christie, si je me souviens bien, mais je vais montrer quelques planches. Mais tu sais, je peux pas avoir Miss Marple puis les héros de Agatha Christie avec Sherlock Holmes en comparatif. Ainsi que, sans surprise encore, vous allez me dire, Jane Austen. Celui-là, je l'avais jamais lu, donc bien contente. On va voir qu'est-ce que c'est ici. Jane, qui est une grande lectrice, j'imagine. Et voilà. Donc, je suis super contente d'avoir ces 2 trucs-là. J'aime bien. Puis c'est toujours des belles éditions avec un dos en tissu. Alors, ben voilà pour ma petite commande. Mais c'est vraiment plus pour des beaux livres. Disons, dans celui-là, on est moins dans... À part The Cartographer, on est moins dans des choses nécessairement qui s'ajoutent vraiment à ma pile à lire. Alors voilà, c'est tout pour ce soir. Je vais vous reprendre dès que je peux. Je poursuis quand même ma lecture avec délice, ma lecture de The Last Devil to Die de Richard Osman. Excusez. Et j'adore ça. J'ai comme pas le goût de le finir parce que définitivement, la narratrice est excellente. Puis j'adore les personnages, puis ils sont tellement gentils, puis genre on a le goût de leur faire des câlins, puis il y a vraiment des choses pas évidentes qui se passent dans ce tome-là.
concernant, dans le fond, le problème de santé de la démence, entre autres. Et c'est touchant en ce moment. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer pour la suite, mais en plus de l'enquête est comme ça en parallèle, puis ça implique une des personnes du quatuor, dans le sens pas elle-même, mais indirectement des personnes du quatuor du Thursday Murders Club. Puis c'est vraiment intéressant. Fait que ceux qui pensent que des fois les Cozy Mystery, il n'y a pas grand-chose là-dedans, mais ça dépend des auteurs. Celui-là, les personnages ont vraiment été super bien construits. Puis ça va vraiment au-delà du côté on se prend pas trop au sérieux. Au contraire, on est vraiment dans l'humain, donc c'est pour ça que j'aime bien ça. Alors sur ce, c'est ça. Je vous dis à tout de suite. Et bonjour, alors je vous fais un très très rapide coucou parce que je sors tout juste du boulot et de la bibliothèque qui est une autre bibliothèque, mais ça n'a pas besoin de savoir, dans laquelle je suis allée chercher une réservation, un livre que j'avais déjà réservé à sa sortie, mais je ne me sentais pas tout à fait prête à l'aborder. Puis là, c'était rendu à mon tour de nouveau, puis j'ai décidé de l'assumer. Alors, c'est le très remuant à ce qu'on me dit. Je pense que je n'en aurai pas. De Catherine Gauthier, c'est chez Quai numéro 5. Et la quatrième de couverture, en fait, dit simplement « Peut-on être femme sans avoir d'enfant? » Donc, c'est de ce que j'ai compris, une espèce d'essai, témoignage colligé justement d'expériences de femmes qui n'auront pas d'enfants pour différentes raisons. Parce qu'elles n'en veulent pas, parce qu'elles ne peuvent pas en avoir, parce qu'elles auraient... bon, bref, vous voyez tout ce que je veux dire. Et c'est quelque chose quand même, personnellement, qui m'interpelle sans entrer trop dans les détails. Et voilà, ça me tentait bien. Donc, je vais vous montrer peut-être un petit peu à l'intérieur à quoi ça ressemble. Ça semble être divisé par chapitre. Donc, par exemple, chapitre 1, quand je serai grande. Et ensuite, on semble être en forme bande dessinée. Et il y a quand même des trucs, par exemple, voyez-vous ici, témoignage, on dirait, je sais pas, je suppose, de Monique. Enfin bref, donc ça a l'air très, très, très remuant. Donc ça, je l'ai emprunté. Et puis là, comme vous savez, vous allez me dire, Marie-Soleil, c'est encore un roman graphique. Et si tu te souviens, dans le vlog, tu nous as montré le casier qui est un peu débordant. Et c'est pas faux, hein, n'est-ce pas? Comme on dirait à Camelot. Donc, c'est pas faux. Et je pense que je vais essayer de me le caser, celui-ci, même s'il est remuant, cette semaine. Parce que là, jusqu'à maintenant, je vous en ai pas encore parlé, mais j'ai pas encore terminé ma lecture en cours, qui est la même que j'ai commencé au début de la semaine, qui est le fameux The Last Devil to Die de Richard Osman. Et je vous dirais que j'ai presque le goût d'avoir un vlog qui est dont le thème est ces lectures qui remuent. Et là, vous allez me dire, là, The Last Devil to Die, c'est un cozy mystery. Mais ce que je vous disais pour cette série-là, c'est que c'est un cozy mystery, mais vraiment sans la partie de on se prend pas au sérieux, c'est-à-dire que on s'attache vraiment au personnage. Puis là, je vous disais que dans ce tome-là, le tome 4, il y a vraiment, puis là, en fait, alerte vraiment aux sensibilités, parce que si c'est quelque chose qui vous touche, ça, c'est pas nécessairement évident. On va aborder à la fois la démence et la fin de vie. J'en dirai pas plus. Mais c'est tellement jusqu'à maintenant bien abordé. Je vais vous en reparler plus, mais c'est super remuant. Il me reste à peu près 2h30 d'écoute, je pense, peut-être. Donc, j'imagine à peu près l'équivalent de 80 pages environ. Et j'ai pas envie de le bousculer. Parce que oui, il y a une enquête en tant que telle, puis c'est sûr que accessoirement, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Mais dans celui-là, c'est encore moins ce qui compte. Donc, autant c'est bien ficelé, là, c'est pas que c'est négligé, mais c'est qu'on veut tellement, on s'attache tellement au personnage, puis il y a tellement des choses importantes qui se passent dans la vie des personnages. En fait, je sais pas si c'est le dernier tome, mais jusqu'à maintenant, ça sonne presque comme un chant du cygne du quatuor, mais je sais pas trop, là, je veux pas non plus partir une rumeur. Mais bref, on est vraiment dans la lecture remuante, puis c'est spécial parce que je ne m'attendais pas vraiment à ça. Je m'étais dit, je vais commencer un petit cozy mystery, ça va être relax cette semaine. Puis finalement, c'est relax dans le sens où c'est des personnages que j'aime retrouver, c'est une plume que j'aime retrouver, qui est sans finesse particulière, mais qui est très fluide et qui est très, dont la structure, en fait, et qui propose une structure du récit qui est très habile avec un narrateur à plusieurs voix. Donc, ça, c'est du connu pour moi, c'est vrai. Mais là, on va vraiment plus loin cette fois-ci. Donc, on va vraiment en profondeur. C'est vraiment... Je sais pas combien de fois je veux dire vraiment, mais ça me remue. Bref, c'est ça que ça veut dire. Donc, tout cette bulle, ce détour pour dire que je pourrais y aller avec des lectures remuantes. Donc, je pourrais peut-être lire celui-là, qui se lire sans doute potentiellement très bien.
On parle ici d'un roman graphique de 130 pages, donc à mon avis, ça doit se lire assez rapidement. Donc, c'est possible que je propose un peu moins de lecture, encore une fois, cette semaine. Mais je vais peut-être me lancer dans les lectures remuantes, donc peut-être que je préfère ça, puis regarder si j'ai pas un ou deux graphiques à la maison pour essayer de faire descendre ma pile de graphiques qui pourrait s'appliquer à cette appellation-là. Alors, ben voilà, c'est tout. Alors, je vous prends des cheveux. Hey, bonjour. Alors, je vous fais un mini coucou parce que j'ai eu à faire des commissions cet après-midi pour des anniversaires. Et comme je devais passer par une librairie, ben, j'ai pas pu résister à faire un achat impulsif. J'avais vu passer ça, il me semble, sur certains réseaux des booktubeuses, peut-être Fluent Books, mais je suis pas certaine. Puis ça m'avait intriguée, puis en fait, moi, je connais pas du tout cette série-là, donc j'ai pris vraiment par pur, j'aime la couverture, ça a l'air intéressant, sans plus de raison. Les Mystères de Paris, tome 1 de Eugène Sue. Alors, je vais vous lire la 4e de couverture. Paris 1838. Dans les ruelles sombres de la cité, Fleur de Marie, une jeune fille innocente, tente d'échapper à un brigand. C'est alors qu'un mystérieux inconnu, le prince Rodolphe déguisé en ouvrier, vole à son secours. Réconciliés, tous trois se retrouvent dans la taverne du Lapin Blanc et partagent leurs histoires. Mais dans l'ombre, le danger guette. Véritable triomphe dès leur parution en 1842, les Mystères de Paris dépeignent la noirceur et les espoirs d'une époque à travers le dessin des personnages inoubliables. Bon, ça me tentait bien, j'avais vraiment envie d'avoir ça un peu sous la main, donc j'ai vu qu'il y avait le deuxième tome qui venait de sortir. Puis ben là, je me suis dit, pourquoi pas, format poche joli. Alors voilà, c'est tout. Je pense pas que je vais acheter d'autres choses cette semaine, il ne faudrait pas, parce que comme vous savez, j'ai quand même un espace limité dans ma bibliothèque. Mais là, j'avais comme besoin d'un peu de réconfort. Il y en a qui achètent des chaussures, du linge ou des gâteaux. Moi, c'est des livres. Alors, je ne vous prends pas plus le temps, puis je vous reviens dès que je peux. L'automne des aspirants. Je trouve, alors dites-moi si je me trompe, mais personnellement, depuis un an à peu près, je ne vois plus les publications de Skrinéo. Alors, je suis leur compte, donc je les vois un petit peu, mais je vois plus d'avis du tout sur leur publication. Alors, bien le bonjour. Je vous reprends en ce lundi, je sais pas quoi, novembre, 20 novembre, je pense. Donc, en fin de journée, parce que j'ai terminé plusieurs lectures dont je vais vous parler. Ça se pourrait que j'en lise encore un autre peut-être pour ce vlog-ci, mais pour le moment, j'étais plus prise dans les préparatifs de ma
pioche à lire du Cold Winter Challenge, qui, si tout va bien, vous devriez aborder. Je vis quand ce vlog-ci va sortir, mais bon, c'est une autre histoire. Alors tout d'abord, je voulais revenir sur, rapidement, parce que je vous en ai quand même parlé beaucoup, mais j'ai terminé le fameux The Last Devil to Die de Richard Osman. Et ça a été un coup de cœur total, ce roman-là, pour moi, ce tome-là, pour moi. Je ne peux pas vous en dire beaucoup parce que sinon, je vais vous divulgacher, mais ça a été extrêmement remuant, comme je vous disais. On est vraiment, étant donné qu'on aborde la vieillesse, la dignité, le parcours de fin de vie, la démence, bref, ça peut avoir l'air un petit peu sombre, mais ça a été remuant, mais c'est pas sombre étrangement, il y avait quand même de l'espoir dans la situation, donc j'ai adoré ce livre-là, puis assez que, en fait, je les ai toujours pris en livre audio, ces livres-là, j'ai juste une copie, je pense, du tome 3, 2, du tome 2, je pense, pour moi, je me souviens plus. Je l'ai en papier à la maison, puis je pense que là, en fait, j'ai pris la décision que j'allais décider de les avoir à la maison parce que je pense que c'est ce genre de livre-là, je pourrais les relire exactement comme j'ai relu énormément les Hercule Poirot et les Miss Marple, mais en fait, on va encore plus loin. Les personnages sont tellement bien construits. Pour moi, ils sont tellement vivants. J'étais vraiment triste de devoir les quitter pour ce tome-là. J'étais aussi affectée, même si c'est de la fiction, par qu'est-ce que les personnages semblaient vivre et tout ça. Donc, vraiment, ça a été une lecture absolument bouleversante et absolument excellente. Un total coup de cœur. Si j'avais pas encore commencé cette série-là, je vous invite à le faire. Le premier tome, c'est un tome de mise en place. Donc, s'il vous plaît, ne vous arrêtez pas juste au premier tome. Si jamais vous le lisez, puis vous avez l'impression que c'est pas pour vous, c'est possible. Mais dans le premier tome, on apprend surtout à connaître les personnages puis à mettre, dans le fond, un peu plus de contexte, à l'ancrer un peu plus. Mais après ça, vous allez voir, on ne peut que s'attacher à ces personnages-là. Ensuite, j'ai décidé d'être en mode, encore une fois, un peu remuant, comme j'avais dit. Je me suis dit, allons-y avec l'inspiration du moment d'un livre qui est bouleversant. Donc, j'ai décidé d'aborder le fameux livre que je suis allée chercher en réservation, qui est, je pense que j'en aurais pas, de Catherine Gauthier, c'est chez Quai numéro 5. Et c'est un roman graphique qui raconte l'histoire, en fait, je pense que c'est un petit peu de l'autofiction, donc d'une jeune femme de 37 ans qui n'a pas d'enfant et qui n'en aura pas. Mais en fait, de sa réflexion là-dessus, c'est pas pour elle une prise de position sur le fait qu'elle considère qu'elle ne devrait pas avoir d'enfant. C'est plutôt une réflexion sur à quel point dans la vie, même si cette décision-là, c'est une décision qui est personnelle, dans la société, c'est quelque chose qui est gros poussé sur les femmes. Puis, des fois, quand on a des enfants ou qu'on n'a pas des enfants, finalement, ça ne va pas nécessairement faire partie d'une planification. Il y a autant des enfants surprises qui vont arriver que l'absence d'enfants qui vont plutôt arriver par la force des choses. J'ai vraiment énormément apprécié son propos. C'est entrecoupé de quelques témoignages également de gens qui semblent des témoignages véridiques. Donc, des gens qui n'ont pas nécessairement pu avoir d'enfants, des gens qui voulaient des enfants, puis qui finalement, la vie a fait en sorte qu'ils n'en ont pas eu parce qu'en fait, ils ont rencontré peut-être la bonne personne plus tard que prévu. Bref, tout ça. J'ai vraiment apprécié son propos tout en nuances. C'est pas un livre qui se targue de donner la vraie version, la bonne version. C'est plutôt un livre qui ouvre les horizons sur le fait qu'il y a autant de versions que d'humains par rapport à la maternité. Et ma foi, ça m'a vraiment touchée. Je pense que j'avais un peu peur. Je ne savais pas comment ça allait se passer parce que il y a des choses qui vont résonner un peu de façon personnelle pour moi, mais ça a vraiment bien... c'était tellement bien amené, c'était tellement... tout en simplicité, c'était pas revendicateur. C'était vraiment quelque chose qui faisait qu'on se sentait accueilli, peu importe qu'on soit mère ou pas mère, qu'on ait voulu en avoir ou pas voulu en avoir. Tout le monde c'est vraiment inclusif, mais en même temps, c'est tellement juste. Donc, pour rappel, je vais vous montrer quelques petites planches quand même. C'est en noir et blanc au crayonné. Le visuel est vraiment touchant également. Puis, dans la partie des témoignages, c'est juste sur un 2 pages. Je vais essayer de voir si je peux vous en retrouver un autre. Mais c'est vraiment un 2 pages. Puis, il me semble qu'il y a 3 témoignages, 3 ou 4. C'est intéressant quand même de partir à la rencontre de quelqu'un comme ça par le biais de son histoire qui tient en une page alors que c'est pas réaliste dans la vie. Évidemment, notre histoire est beaucoup plus grande que ça, mais évidemment, j'en cherche, fait que j'en trouve pas. Ah, celui-ci.
Voyez-vous, ici, on a l'histoire de Monique. Si je me souviens bien, dans celui-là, c'est que elle va être en fait une belle-mère, mais elle n'aura pas eu d'enfant biologique. Mais bref, je vous invite vraiment à découvrir ça. Je pense que ça vaudrait la peine que l'ensemble de la société le lise. Ça amène aussi, j'ai une chose que j'ai appréciée particulièrement, comme je vous dis, c'est aussi le regard sur la société, comment les gens ont tendance à poser des questions tellement personnelles sur ça, à des inconnus, en fait. Souvent, bon, par exemple, moi, j'ai 43 ans, donc, et j'ai pas d'enfant. Et c'est sûr que les gens vont me poser la question d'emblée. Donc, ils prennent pour acquis que j'ai des enfants parce que j'ai 43 ans puis que je pourrais techniquement en avoir. Ils prennent pour acquis que si j'ai pas d'enfant, potentiellement, c'est peut-être parce qu'il y a eu des problèmes. Et je pense pas que l'équation, les autres possibilités de réponse peuvent être dans l'équation. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant aussi d'amener cette dimension-là. Puis, c'est pas pour faire sentir les gens qui posent des questions mal, c'était juste pour faire un peu une prise de conscience. Dans le fond, on ne connaît jamais l'histoire des gens. peu importe c'est qui, on ne sait jamais quelles sont leurs histoires. Donc, des fois, juste faire attention de s'immiscer un peu des fois comme ça dans les décisions un peu plus personnelles des gens. Ben, des fois, c'est pas nécessairement agréable, en fait, pour la personne qui les reçoit. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. Puis, je pense que je l'ai pris à la Bibli, mais ça se pourrait que je me l'achète aussi éventuellement pour l'avoir à la maison. Donc, c'est à ce point-là. C'est pas un coup de cœur. Je sais pas qu'est-ce qui m'a manqué pour que ce soit un coup de cœur. Peut-être que c'est juste que le rythme avec les témoignages, même si je les ai appréciés, pour moi, ça a peut-être fait juste quelques fois des petites ruptures dans le rythme, mais j'ai trouvé ça pertinent que ce soit là. Fait que je sais pas qu'est-ce qui fait que j'aurais pu avoir un coup de cœur versus là, mais là, pour le moment, c'est une excellente lecture. Puis je vous recommande chaudement cette lecture-là, bien que ce soit une lecture bouleversante. Donc, alerte aux sensibilités si jamais c'est un sujet qui vous interpelle particulièrement. Et enfin, je viens de terminer une lecture aussi d'un autre livre. Je vais me pousser, vous allez me voir bouger un peu, mais c'est parce qu'on est à l'heure où le soleil se promène, puis je ne sais pas trop comment me placer. Bon, je vais la voir. Bon, ben, il n'y en aura pas de facile. On va dire que ça va être comme ça. Vous allez avoir ma face un peu bigarrée. Alors, j'ai terminé ce petit opuscule d'une collection d'ailleurs qui est assez intéressante de Raphaël Germain qui s'appelle Forteresse et autres refuges. C'est chez la collection 3. C'est chez Québec Amérique, il me semble. Oui, Québec Amérique. Puis la collection 3, je vais vous lire le descriptif de la collection. C'est tel qu'indiqué dans le fond par l'éditeur à l'intérieur. Ça dit 3 pour 3 souvenirs. Les pages qui suivent renferment 3 récits inspirés de moments marquants dans la vie de l'autrice. Peut-être s'y glisse-t-il une part d'invention, peut-être pas. Donc, je trouve que c'est une super belle proposition de la part de l'éditeur. Il y a plusieurs auteurs québécois, auteurs et autrices québécois qui se sont prêtés au jeu. Puis celui-là, ben, j'avais vraiment hâte de lire parce que j'avais bien aimé l'essai qu'elle avait fait chez Atelier 10 dans la collection Documents Raphaël Germain sur lorsque son père, malheureusement, s'est mis à perdre ses souvenirs parce qu'il y a eu, en fait, un glioblastome au cerveau. Puis ça fait en sorte que, évidemment, un des impacts de cette terrible maladie-là, c'était qu'il perdait, en fait, sa mémoire. Et elle a fait un essai sur la mémoire et l'oubli par rapport à son père. Dans celui-ci, elle s'est basée sur 3 souvenirs, mais il y a comme une entrée en matière, puis ça va plus tourner autour de sa mère. Donc, on va vraiment la lignée maternelle parce que, malheureusement, sa mère est décédée de l'Alzheimer. Donc, vraiment, elle a eu tout un karma de parents qui ont eu des problématiques liées à la mémoire. Puis ce que j'ai trouvé intéressant dans celui-là, ça tourne autour de 3 souvenirs en effet, mais c'est qu'en fait, elle va partir de la prémisse que quelqu'un qui perd la mémoire, ça fait de ses souvenirs des orphelins. C'est super beau, je trouve, comme façon d'apporter les choses, parce que dans le fond, la personne, c'est comme plus qu'elle a ces souvenirs-là. C'est des souvenirs tangibles dans le sens où ça peut être aussi des objets qui ont une histoire, puis que en fait, c'est seulement la personne qui est par la mémoire qui a accès à ces données-là. Ou alors juste des souvenirs, des histoires, le passé et tout. C'est des souvenirs qui deviennent orphelins. Et elle amène aussi la notion de, quand on est dans une famille et qu'on se fait raconter des souvenirs et qu'on a aussi un peu le support des photos, souvent, en tant qu'enfant, on va avoir l'impression qu'on se souvient de quelque chose, mais en fait, c'est comme une espèce de mémoire composée. On va tellement avoir entendu un souvenir dans différentes versions que ça va donner pour nous autres un réel souvenir. Et elle va partir un peu là-dessus. Donc, elle va partir de 3 points de souvenirs pour justement essayer de confronter
c'est quoi, qu'est-ce qu'elle a retenu dans son souvenir composé. Et elle va se porter un peu comme une mère adoptive de ses souvenirs pour les souvenirs de sa mère qui malheureusement a perdu les siens. Donc, je trouve ça super beau. J'ai trouvé ça intéressant encore plus parce qu'on sent ici que sa relation avec ses parents, les deux en fait, n'a pas été nécessairement la plus facile du monde. C'était des parents qui étaient déterminés, euh, qui avaient une carrière, qui savaient qu'est-ce qu'ils voulaient, qui s'enfargeaient pas dans les fleurs de l'attachement, pas nécessairement. Ça ne voulait pas dire que c'était pas important pour toute la famille. Puis, c'est des parents, ces deux parents, lorsqu'ils ont commencé à perdre la mémoire, ils ont été dans le déni. Donc, c'est sûr qu'elle, elle a vécu quelque chose comme enfant par rapport à ses parents aussi. C'est déjà quelque chose de terrible quand on a un proche qui a une maladie. Mais en plus, s'ils perdent la mémoire, puis si en plus on est dans le déni, c'est pas vraiment évident. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de ces trois souvenirs-là, en effet, elle va un peu recomposer le passé de sa mère, mais aussi le passé de la lignée maternelle, parce que la mère de sa mère, elle n'a pas nécessairement perdu la mémoire, mais il y a comme des choses qui se sont un peu transmises de mère en fille. Le côté un peu indépendant, déterminé peut-être, mais qui semble s'être arrêté à Raphaël Germain parce qu'elle a une relation différente avec sa fille. Donc, je trouve ça super intéressant. C'est une plume très sans détour authentique. Il y a des moments où elle exprime tout simplement qu'elle en avait... elle en avait assez, en fait, de la situation avec ses parents, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne s'est pas occupée de ses parents. Puis, j'ai vraiment trouvé que c'était un beau prétexte. Puis, ne vous en faites pas, c'est pas juste un prétexte, puis après ça, elle part dans une espèce de chire, d'introspection sur sa relation à ses parents, puis à sa mère en particulier. Mais je trouve qu'elle aborde tellement de choses importantes. La mémoire en tant que telle, la mémoire vivante, justement, cette espèce de notion-là de souvenir orphelin. La maternité, puis c'est drôle que j'ai lu ça finalement après, je pense que je n'en aurais pas de Catherine Gauthier, mais la maternité obligée un peu par une époque, parce que bon, sa mère, elle est plus un accident, mais sa grand-mère, c'était plus obligée par l'époque. Qu'est-ce que ça donne finalement dans les futures lignées, puis qu'est-ce que ça fait? Le pouvoir des mots, le pouvoir de l'histoire orale, c'est ça, en même temps, le regard de la société sur la fin de vie, sur la maladie, sur, comme je disais, la maternité. Bref, ça ratisse vraiment large. Je ne m'attendais pas à ça. C'est excellent. J'ai trouvé ça vraiment bon. C'est pas un coup de cœur pour moi, mais c'est vraiment excellent. C'est complètement, si vous avez déjà lu l'essai qu'elle a fait sur la mémoire, ben oui, on pourrait penser que c'est un peu la même chose, mais en fait, pas vraiment, parce qu'on est vraiment plus dans comment on peut, en fait, embrasser le fait que... pas embrasser, mais en fait, comment on peut se réconcilier avec le fait qu'un souvenir est comme un peu disparu avec la mémoire de quelqu'un, mais comment on peut, en fait, finalement, décider nous-mêmes de faire vivre les choses. Puis ça fait partie aussi de l'histoire, finalement, d'être reconstruite et déconstruite et tout ça. Donc, vraiment intéressant. Si vous ne l'avez pas lu, c'est assez récent, il me semble. Je sais pas, c'est paru quand même. Il me semble que c'est cette année. Donc, c'est 2023. Dans mon souvenir. Oui, 2023. Est-ce qu'on a un trimestre? J'ai pas le trimestre. Je pense que c'était au printemps 2023. Donc, ça vaut peut-être le coup. Vraiment, c'est des livres particuliers, comme je vous dis, que j'ai terminé. C'est peut-être pas à mettre entre toutes les mains dans le sens où ça peut peut-être aller chercher des sensibilités pour des gens. Faites attention là, pour pas non plus bousculer. Ça ici, c'est sûr que si vous avez... vous êtes en position de vous occuper de quelqu'un qui est en fin de vie, de vous occuper de quelqu'un qui a des problèmes, soit de démence ou de cancer du cerveau, c'est peut-être pas... parce qu'il faut que vous soyez assez solide pour le lire. Mais on n'est pas du tout dans le voyeurisme, c'est sûr que ça va faire résonner des choses en vous. Mais même si ça ne vous concerne pas pour le moment, ça ouvre les horizons vraiment de façon plus large sur la vision de la société par rapport à ça, par rapport à la mémoire, par rapport aux souvenirs, par rapport à la famille, par rapport à la santé mentale. Il y a vraiment un gros parti sur la santé mentale aussi qui la concerne, elle, qui arrive un peu comme par surprise vers la fin. Donc vraiment, ça vaut le coup là, de plonger, je dirais, avec Raphaël Germain dans cette espèce d'inclassable-là qui est l'opuscule de Forteresse et autres refuges. Donc voilà pour mes deux lectures, mes trois lectures terminées. Puis écoutez, je vais voir si j'ai le temps. Ça se peut que je lise un dernier livre avant la fin du vlog pour rester toujours dans le côté un peu remuant. Donc peut-être que je vais lire le dernier qui est de Nicolas de Lestrée. Je l'avais dit, je l'avais déjà emprunté à la Bibli. Je n'avais pas eu le temps de le lire, il fallait que je le rapporte. Puis là, il faut encore que je le rapporte parce que quelqu'un l'a réservé. Donc, je me dis pourquoi pas, parce qu'on parle ici de
de vie après la mort. On est plus dans le fictionnel, mais vraiment, on est dans des gens qui se retrouvent dans un hôtel qui est un peu les limbes, en fait, de transition. Et on va rencontrer des pensionnaires qui... En fait, les gens sont censés être là pour... Qu'est-ce qu'ils disent? Faire le point sur leur vie, puis être capable d'être résilient pour ensuite passer à autre chose. Mais là, les gens vont arriver là, puis ils n'auront pas de souvenir de leur ancienne vie. Donc, comment ils vont réussir à faire le passage vers l'au-delà. Donc, on est encore dans la mémoire. Je vous dis, il y a quelque chose. C'est comme un circuit, mon affaire. Fait que donc, je vais peut-être essayer de le finir de toute façon. Si je vous en parle pas aujourd'hui, lundi, ça se peut que vous me voyez avec une autre tête, mais que je vous en parle demain, peut-être, pour clore le vlog. On verra bien, mais bref, voilà. Je voulais simplement vous faire part de mes lectures récentes. À tout de suite! Dans ce joli petit pochon. Et ce sont tout simplement des exivoris. Donc c'est pour noter votre livre. Alors vous avez la petite encre aussi à prendre avec. Il y a plusieurs couleurs. En tout cas de cette marque, il y a sûrement d'autres marques, mais moi j'aime beaucoup. Et donc ici par exemple, moi j'ai pris un petit livre avec des fleurs et il y a écrit Louise LB, donc mon prénom avec mes initiales. Sa bébé avant qu'elle appuie sur l'étoile pour dire bonjour dans le ciel. Et un jour à l'hôpital, sa bébé lui expose son rêve, s'éteindre en haut d'une montagne, assez près des étoiles pour les toucher. Avril a envie de réaliser le rêve de sa bébé et va tout faire pour. Et donc c'est évidemment un livre qui aborde le deuil, mais aussi un peu le pré-deuil. Vous savez, ce moment où on sait que, par exemple, nos grands-parents sont décédés, mais qu'on est dans la phase où c'est pas encore... Hey, bonjour! Alors, je vous fais un petit coucou en cette pause de dîner pour conclure le vlog parce que j'ai terminé finalement in extremis le roman graphique Le Dernier Quai de Nicolas Delestret, je crois, c'est chez Bambou, collection Grand Angle. Donc, vous en avez un peu parlé hier. Et ça fait pour moi une lecture mitigée. Je pense que j'avais énormément d'attentes pour ce roman graphique-là. Je l'avais vu passer énormément sur les réseaux sociaux. Les gens disaient qu'il était remué, qu'il était ému. Puis c'est pour ça que je l'avais un peu inclus dans mon vlog Soyons bouleversés. Mais je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai quand même eu une bonne expérience de lecture, mais il y a vraiment beaucoup de choses qui m'ont accrochée. C'est comme si j'avais vraiment embarqué dans la prémisse. Donc, comme je vous disais, on se retrouve au cœur d'un hôtel bien particulier, dans le fond, où les gens qui viennent tout juste de mourir vont, en fait, dans lequel les gens qui viennent juste de mourir vont devoir séjourner afin de se réconcilier avec leur passé pour pouvoir passer ensuite vers la suite des choses, disons, peu importe quelle suite ce sera. Et on va retrouver dans le fond des passagers et un maître d'hôtel qui est habitué, puis c'est là qui les accueille, qui a une routine, qui fait toujours tout. Dans le fond, tout est réglé à la seconde près pour lui. Et c'est Émile. Est-ce que c'est Émile? Je me souviens plus. Bon. Et un jour, un matin, il va se réveiller et il va se réveiller en retard, ce qui n'est pas du tout son genre. Et il va se rendre compte que le nouveau voyage de passagers est déjà arrivé à l'hôtel, mais d'habitude, ils arrivent par train, puis absolument, c'est lui qui va les accueillir au train. Puis là, ils sont comme déjà arrivés, puis ils ont comme envie de déjeuner, puis il n'est pas prêt, puis là, il va paniquer. Puis là, évidemment, ça va être le point de rupture dans ce roman graphique-là. À partir de ce moment-là, on va aller un peu plus loin que la prémisse de surface, c'est-à-dire qu'on va comprendre peut-être... Et en fait, oui, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire, mais chose étrange, en plus d'être arrivé pas par le train, visiblement, ces personnes-là ne se souviennent pas du tout de leur passé. Habituellement, la formule, c'est qu'il y a des petits objets qui te font penser à des souvenirs, puis là, tu te mets à repenser à ton passé, puis là, tu fais un peu la paix avec ton passé et tout. Là, eux autres, aucun souvenir nécessairement de leur passé, donc ils ont l'air un peu particuliers. Puis là, ça déroute vraiment le maître d'hôtel. Les choses vont aller de mal en pire rapidement. Et on va éventuellement comprendre qu'est-ce qui se passe réellement. Je ne peux pas vous en parler plus parce que c'est un roman graphique, c'est quand même assez court et c'est un des twists, dans le fond, de l'histoire qui ajoute, selon moi, une certaine valeur à l'histoire. Donc, sachez qu'on ne va pas en rester seulement à cet hôtel de transition-là vers une vie meilleure. Il va y avoir quelque chose d'autre qui va être plus de l'ordre de l'intime, disons, et de l'introspection. Donc, je vais vous laisser ça comme ça. Ça va être dur pour moi de vous en parler puis de vous expliquer quelles sont les choses qui m'ont dérangé sans divulgacher. Donc, je vais essayer de faire de mon mieux. Premièrement, je pense que l'univers visuel qui m'intéressait quand même m'a un peu déroutée. C'est beaucoup plus sombre que ce que je pensais. On est vraiment dans un endroit où
on est dans les limbes, entre guillemets, mais on a un gros contact avec les âmes souffrantes, donc celles qui n'ont pas réussi à faire la paix avec leur passé, puis qui sont plutôt enfermées dans une forêt où est-ce qu'ils vont hanter un peu les lieux. Pardon, je suis désolée, j'ai comme un chat dans la gorge depuis tantôt, désolée. Donc, ils vont hanter les lieux jusqu'à la fin des temps, finalement, parce que dans le fond, ils n'ont pas accepté de faire la paix avec leur passé et tout ça. Mais c'est vraiment sombre, c'est vraiment glauque. Puis quand on arrive au point de bascule dans l'intrigue, je trouve que la deuxième partie, qui est peut-être la partie justement, celle qui comporte le twist, qui est la partie peut-être qui est le plus intéressant en fait à découvrir puis à explorer, j'ai trouvé un peu rapide. La mise en place est très longue à mon avis pour qu'on en arrive à ce point de bascule-là. J'imagine que l'intention de l'auteur, c'était de créer une ambiance qui était comme un peu de plus en plus la tension qui monte et tout ça, puis faire en sorte que justement, rendu au point de bascule, on suive vraiment comme le personnage principal dans son espèce de dérive potentielle. C'est dur de ne pas vous en dire trop. Mais pour moi, en tout cas, je me rends compte que ce qui n'a pas fonctionné pour moi, c'est un problème de rythme, potentiellement. Parce que dans le fond, la prémisse était intéressante, l'histoire qui se déroule, à part des longueurs au début, je pense quand même que j'aimais bien l'histoire, la proposition qui est faite. Les personnages sont un peu rapidement esquissés, puis que ça m'a un petit peu ça m'a moins permis de m'accrocher à l'histoire. Mais surtout, le rythme m'a comme un peu dérangé, parce qu'on dirait vraiment qu'on prend super gros son temps, mais qu'on prend pour acquis que la tension est montée. En tout cas, de mon côté, ça n'a pas fonctionné. Donc, écoutez, je vais faire partie de celles unpopular opinion, celles qui n'ont pas nécessairement accroché à celui-là. Puis j'aurais tellement voulu aimer ce roman graphique-là, mais être émue, être touchée. Là, en fait, je l'ai terminé, puis je vous dirais que c'est vraiment parce que je me disais que peut-être qu'elle a des choses qu'elle arrivait vers la fin, parce que en fait, j'ai même failli abandonner. Je fais jamais ça dans un roman graphique. J'avais comme 20 pages de lu, puis je me disais, bon, on dirait que ça le fera pas, mais je l'ai quand même terminé en me disant, bon, ok, c'est peut-être juste des lenteurs, puis tant mieux si j'ai terminé, parce qu'au moins, j'ai vu vers quoi un peu l'auteur se dirigeait, mais ça a pris tout mon petit change, comme on dit, pour que j'y arrive. Donc, écoutez, peut-être que je vous invite peut-être à vous faire votre propre opinion à ce sujet-là. C'est un bel objet livre, il y a un univers visuel troublant, sombre, mais quand même bien travaillé. Donc, si jamais, ne serait-ce que pour l'espèce d'escapade visuelle, ça peut être intéressant. Puis, ça porte quand même à réflexion si on prend vraiment la prémisse en tant que telle. Je comprends pourquoi certaines personnes ont dû être émues, mais dans le fond, pour moi, en ce qui me concerne, c'est que je me suis sentie mise de côté par l'auteur. En fait, j'ai comme pas été invitée à entrer dans le récit, on dirait. Puis, de mon côté, ça n'a pas fonctionné, mais peut-être que de votre côté, ça va fonctionner. Alors, n'est-ce pas, hein? Ça représente juste ma perception des choses. Je vous invite donc à vous faire la vôtre. Alors, sur cette lecture mitigée, je vais vous dire que le vlog se termine. Bien oui, parce qu'on est déjà rendu au mardi, comme vous pouvez voir. C'est un autre cadre et j'ai une autre tête. Et il va falloir que je continue ma semaine. Alors, j'espère que cette semaine-ci vous a plu en termes de lecture. C'était pas nécessairement une semaine, on sort de ma zone de confort, mais c'est une semaine de je m'expose volontairement à des lectures qui je crois vont me bouleverser. Et ça a été, ma foi, fort intéressant comme parcours. J'espère que vous avez pu peut-être prendre en note certains titres. Puis, écoutez, en commentaire, si vous voulez, peut-être me dire s'il y en a quelques-uns que vous avez déjà lus. Est-ce que c'est ce genre de lecture-là que vous savez déjà à l'avance qui vont vous bouleverser? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Ou est-ce que vous êtes plus du genre, non, il faut vraiment que je sente que je suis dans une bulle de confort. Puis cela dit, c'est mon cas habituellement, donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais manifestez-vous en commentaire si ça vous dit. Si le contenu vous plaît, bien entendu, c'est sûr qu'un petit pouce en l'air, un abonnement, un partage sur les réseaux sociaux de votre visionnement, c'est sûr que c'est toujours apprécié. Et puis, d'ici à ce qu'on se revoie en vlog, comme à l'habitude, je vous souhaite de faire de superbes découvertes. J'espère que de votre côté, ça va bien, malgré la grisaille de novembre. Puis on se dit à la prochaine.